Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du dimensionnement d'une poutre en traction et en compression. Avant de commencer, c'est quoi une poutre? Une poutre est un volume engendré par une section droite dont le centre de gravité est réparti tout au long de la ligne moyenne. Bon, commençons avec la fameuse définition. Une poutre est sollicitée en traction ou compression chaque fois que les actions aux extrémités se réduisent à deux forces égales et opposées de direction la ligne moyenne. Effort normal. C'est quoi l'effort normal? L'effort normal est toute action mécanique qui a pour support la ligne moyenne, encore appelée fibre neutre. Alors, maintenant, on a deux cas de figure. Le cas de la traction et puis le cas de la compression. Cas de la traction. Une poutre est soumise à la traction lorsque les deux forces qui lui sont appliquées ont tendance à augmenter sa longueur. Dans ce cas, nous aurons l'action mécanique en B qui ira dans ce sens et l'action mécanique en A sera opposée. Nous aurons ici la droite AB. La droite AB représente le support des actions mécaniques en A et en B. Représente aussi la fibre neutre. Étant donné que les supports de A et de B sont confondus avec la ligne moyenne, encore appelée fibre neutre, on peut donc dire que les actions mécaniques en A et en B sont des efforts normaux à ce solide S. Cas de la compression. Une poutre est soumise à la compression lorsque les deux forces qui lui sont appliquées ont tendance à diminuer sa longueur. Lorsque les deux forces ont tendance à raccourcir le solide. Donc ici, nous aurons ici l'action mécanique en A et là l'action mécanique en B. Ces deux forces auront tendance à diminuer la longueur de ce solide. Alors là, c'est la ligne moyenne, encore appelée fibre neutre. Étant donné que les supports des actions mécaniques en A et B sont confondus avec la ligne moyenne, on peut donc dire que A et B sont des efforts normaux à ce solide. L'équation d'équilibre dit ceci: la somme des forces extérieures est avec nul. Nous avons donc A plus B est avec nul. Ici, on aura l'action mécanique en A sera égale à moins l'action mécanique en B. Et les deux actions mécaniques auront la même norme. On passe maintenant à la contrainte normale. En traction ou compression, la contrainte normale est donnée par la formule suivante. Sigma est égal à N sur S. Donc, la contrainte normale, sigma, est égal à l'effort normal sur la section de la poutre. Comme on disait tantôt, sigma égale à N sur S. N ici représente quoi? N représente l'effort normal en newton. Sigma représente la contrainte normale en newton par millimètre carré, et puis S représente la section de la poutre en millimètre carré. Je tiens à rappeler que 1 newton par millimètre carré, c'est encore égal à 1 mégapascal. On passe alors à l'application directe. Une poutre cylindrique sollicitée en compression supporte une charge de 40 000 newtons. Calculons la contrainte normale si son diamètre est 20 mm. Alors, ici nous avons une poutre qui est sollicitée en compression et la valeur de l'effort normal est 40 000 newtons. On donne le diamètre de cette poutre cylindrique qui est 20 mm et on nous demande de calculer la contrainte normale. Alors, on applique tout simplement cette fameuse formule.
Alors, la contrainte normale sera égale à l'effort normal sur la section. Or, nous connaissons déjà l'effort normal, sa valeur c'est 40 000 newtons. Or, la section S est égale à quoi? Pi d carré sur 4. Ça, c'est la section d'une poutre cylindrique, la surface d'une poutre cylindrique. Cela veut dire que quoi? Sigma sera égal à quoi? À l'effort normal sur pi d carré sur 4, ce qui nous donne 4 fois l'effort normal sur pi d carré. En faisant l'application numérique, nous aurons sigma va nous donner 4 fois 40 000 sur 3,14 fois 20 au carré. On obtient alors la contrainte normale sigma qui donne 127,38 mégapascal ou newton par millimètre carré. Bon, maintenant on passe à la condition de résistance. Une poutre résiste à la traction ou à la compression si et seulement si la condition suivante est satisfaite. Il faudrait que la contrainte normale maximale soit inférieure ou égale à la résistance pratique élastique. Voici la condition de résistance d'une poutre à la traction ou à la compression. Ici, qu'est-ce que nous avons? Où la résistance pratique élastique égale encore la résistance élastique sur petit s qui est le coefficient de sécurité. Donc, nous connaissons déjà que sigma maxi est la contrainte normale maximale. Alors, ici nous aurons RPE est la résistance pratique élastique. En quoi? En newton par millimètre carré. Et RE, c'est quoi? C'est la résistance élastique du matériau en newton par millimètre carré, et petit s est le coefficient de sécurité. Petit s est le coefficient de sécurité qui n'a pas d'unité. Alors, donc, lorsque vous serez appelé à dimensionner une poutre en traction ou en compression, voici la fameuse formule à vérifier. On passe à l'exemple. On dit ceci: une poutre cylindrique sollicitée en traction supporte une charge de 50 newtons. La résistance élastique du matériau utilisé est 250 newtons par millimètre carré. On nous demande de calculer son diamètre minimal si le coefficient de sécurité est petit s égal à 2. Donc ici, nous avons une poutre qui est sollicitée en traction. On a donné la résistance élastique du matériau avec laquelle cette poutre est faite. On nous donne le coefficient de sécurité. On nous demande de calculer le diamètre minimal. Cela nous fait penser à la condition de résistance. La condition de résistance dit ceci: la contrainte normale maximale doit être inférieure ou égale à la résistance pratique élastique. Cela implique quoi? La formule de la contrainte normale a déjà été donnée. Nous aurons donc l'effort normal maximal sur S, qui est la section de la poutre, doit être inférieur ou égal à la résistance pratique élastique. Or, la résistance pratique élastique égale la résistance élastique sur le coefficient de sécurité, donc inférieur ou égal à la résistance élastique sur le coefficient de sécurité. Or, ici nous avons S égale à pi d carré sur 4. Nous aurons donc ici N max sur pi d carré sur 4 sera inférieur ou égal à quoi? À RE sur S. Cela veut dire que nous aurons 4
Nmax sur pi d carré doit être comment? Doit être infra égal à RE sur S. Cela nous donne quoi? En faisant le produit des SM égal au produit moyen, on aura 4 fois l'effort normal maximal multiplié par le coefficient de sécurité sera infra égal à quoi? À pi d carré RE. Nous pouvons donc renverser l'inégalité, ce qui nous donne pi d carré RE doit être supposé égal à quoi? À 4 fois l'effort normal maximal multiplié par le coefficient de sécurité. Alors, nous pourrons déjà tirer le diamètre ici. En tirant le diamètre, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons ici D doit être supposé égal à quoi? À racine carrée de 4 N max fois S sur pi RE. En faisant donc l'application numérique, nous aurons D doit être supposé égal à quoi? À racine carrée de quoi? 4 fois l'effort normal. Or, l'effort normal c'est combien? L'effort normal c'est 50 000. 4 fois 50 000 fois le coefficient de sécurité qui est combien? Le coefficient de sécurité c'est 2 fois 2 sur 3,14 fois la résistance élastique qui est 250. Nous avons alors D doit être supposé égal à 22,57 mm. Or, on nous a plutôt demandé le diamètre minimal, dont le D mini sera égal à 22,57 mm. Nous passons maintenant au grand 5, où on parlera de la déformation epsilon et l'allongement delta L. Nous allons supposer un solide S, ayant une longueur initiale L0. Là, en A0 et en B0, nous n'avons aucune action mécanique. La longueur A0, B0, c'est L0, longueur initiale, c'est-à-dire la poutre avant la déformation. Après la déformation, nous avons une action mécanique. Là, en A, une action mécanique en B, dont nous faisons subir à cette poutre une traction. Nous avons donc une nouvelle longueur appelée L, qui est la longueur finale après déformation, et nous constatons que la poutre s'est allongée d'une valeur qu'on doit appeler delta L. Alors, L0 ici représente quoi? La longueur initiale avant la déformation. Ici, L, c'est la longueur finale après la déformation. Epsilon, ici, représente la déformation ou l'allongement relatif. Et delta L ici, c'est l'allongement. L'expérience montre que les allongements delta L sont proportionnels aux longueurs initiales. Alors, nous avons dans la fameuse formule epsilon qui représente la déformation égale à quoi? Égale à delta L sur L0, dont la déformation
se donne par la formule suivante, delta L sur L0. On constate donc que epsilon n'a pas d'unité parce que delta L se donne en quoi? Delta L, c'est en millimètres, et puis L0 aussi en millimètres. Ok. Nous pouvons toujours écrire ceci. Delta L égale à quoi? La longueur finale après déformation moins la longueur initiale avant déformation. Donc delta L est toujours égal à quoi? À L moins L0. Ça marche toujours. Nous passons donc à l'application de cette formule avec cet exemple. On dit ceci. Une poutre de longueur 200 mm est sollicitée en traction. Calculer sa déformation ou son allongement relatif si elle s'allonge de 6 mm pendant cette traction. On demande de calculer l'allongement relatif de cette poutre. Nous connaissons que quoi? La longueur initiale de la poutre, c'est L0 qui est égal à 200 mm. On dit encore ceci. On demande de calculer son allongement relatif ou sa déformation si elle s'allonge de 6 mm. Cela veut dire que delta L égale à 6 mm. On applique alors la formule epsilon est égal à delta L sur L0. Delta L sur L0, application numérique, epsilon sera égal à delta L, c'est-à-dire 6 sur 200. Alors, epsilon égale à 0,03. Ça n'a pas d'unité. Parce que delta L est en millimètres, L0 en millimètres. Voilà donc la déformation de cette poutre. 0,03. Nous passons donc à la relation entre contrainte et déformation. Encore appelée la loi de Hooke. Alors, que dit la loi de Hooke? Voici l'énoncé de la loi de Hooke. En déformation élastique, la contrainte normale sigma est proportionnelle à l'allongement relatif epsilon. Alors, la loi de Hooke se traduit par la formule suivante. Sigma égale à E fois epsilon. E est le module de Young ou le module d'élasticité longitudinale en newton par millimètre carré ou mégapascal. Ça veut dire, en appliquant cette fameuse loi de Hooke, E ici représente le module de Young du matériau qui a été utilisé. Sigma ici est la contrainte normale en newton par millimètre carré. Epsilon représente la déformation ou l'allongement relatif sans unité. Ça n'a pas d'unité. Sans unité. Avec la fameuse loi de Hooke qui dit ceci, sigma égale à E fois epsilon, on peut déduire de cette formule l'allongement delta L. On peut déduire de cette formule l'allongement delta L. En faisant comment? Sigma, ici c'est quoi? C'est la contrainte normale qui est N sur S, qui est égale à E, multiplié par quoi? Par epsilon. Or, epsilon, c'est la déformation qui est quoi? Delta L sur L0. En faisant donc le produit des extrêmes égale au produit de moyenne, nous aurons N L0 serait à quoi? À ES delta L. SE delta L, donc ES delta L. Ça revient encore la même chose. Suivante. ES
delta L égale à N L0. Cela veut donc dire que quoi? Delta L égale à N L0 sur ES. Ça, c'est une formule que vous pouvez appliquer pour calculer l'allongement delta L. Maintenant, nous passons à la toute dernière partie qui est le phénomène de concentration de contrainte. Le phénomène de concentration de contrainte. Ce qu'il faut remarquer, c'est quoi? Lorsqu'une poutre possède des variations brusques de section, comme ce que nous voyons là, nous avons ici une poutre qui commence avec un diamètre grand D et termine avec un diamètre petit d. Nous avons ici une rainure de clavette. À ce niveau, il y a variation brusque de la section. Lorsqu'il y a variation brusque de la section, au niveau où il y a variation brusque de la section, nous avons ce qu'on appelle concentration de contrainte. Donc à ce niveau-ci, il y a une concentration de contrainte ainsi que là. Dans ce cas, la contrainte normale devient ceci, sigma égale à KT multiplié par N sur S, où KT ici représente le coefficient de concentration de contrainte. Coefficient de concentration de contrainte. Alors, la formule de résistance à la traction et à la compression devient ceci. Sigma max inférieur à RE/PE. Cela veut dire que quoi? KT multiplié par l'effort normal maximal sur la section doit être inférieur à qui? À RE sur S. Voilà ce que devient la condition de résistance où KT représente le coefficient de concentration de contrainte, surtout lorsqu'il y a variation brusque des sections. Voilà ainsi résumé la notion sur le dimensionnement d'une poutre en traction ou en compression. J'espère que vous avez aimé. Si oui, nous attendons vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite. Au revoir.